Aujourd'hui, je reçois Zineb Mekouar, une grande écrivaine de mon pays, du Maroc, donc ça me touche particulièrement. Bonjour Zineb. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Eh ben, on discutait là hors antenne, on se rend compte qu'on connaît plein de gens en commun, Bah alors ouais, qu'a priori on ne se connaissait pas. Donc exactement. le monde est petit. Moi, j'ai eu très envie de t'inviter parce que je discutais avec une de mes amies, une amie commune qu'on a, et en fait, je lui disais que j'avais pris conscience très récemment à quel point j'avais intériorisé certains codes implicites dans mon éducation, et notamment certaines choses, on va dire, qui font partie peut-être de mes parts d'ombre, en tout cas des choses dont je ne suis pas forcément fière et que j'aurais jamais voulu observer. C'est la conscience très aiguë des classes sociales, et notamment dans mon pays où j'ai grandi, et donc au Maroc, à quel point en fait inconsciemment, j'avais bien compris qu'il y avait des classes sociales et que tout n'était pas pareil. Et donc, mon amie Myriam donc, m'a parlé de toi. Elle m'a dit, mais tu devrais en parler avec Zineb. Elle a écrit un livre sur le sujet. Mm. Le Donc, livre, oui, mon premier roman, La poule et son cumin, qui est mhm, une expression marocaine qui parle justement de gagner le gros lot dans les relations conjugales, notamment, et du coup passer d'une classe sociale à l'autre, quelque part. mhm, Et c'est vrai ce que tu dis, moi ça me touche, ça me parle. C'est que quand on est jeune, qu'on grandit au Maroc, on se rend compte qu'il y a des classes sociales assez rigides, quelle que soit la classe dans laquelle on est d'ailleurs. mhm. Et moi, je me souviens quand j'avais 7 8 ans, et j'étais dans la voiture à Casablanca au feu rouge, et qu'il y avait des gamins qui venaient soit mendier, soit toquer à la vitre, vendre des chewing-gums. On a tous connu ça quand on vit ou on va au Maroc. Et je me disais, quand j'avais 7 8 ans, je me disais, mais en fait, c'est par chance ou par hasard que je suis de ce côté de la vitre. Et Mhm. tu vois, cette conscience-là, moi, je me souviens, c'est un souvenir assez jeune, ou même avant. Et bah, j'écris depuis toujours. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'art où il y a peut-être une hypersensibilité à l'autre, tu Mm. vois, qui fait que ça m'a marqué et j'ai eu envie de le ressortir dans mon premier livre, dans là même le deuxième, parce qu'il y a toujours le thème de la vulnérabilité de l'enfance. Mhm. Et quand on grandit au Maroc, comme toi et moi, la vulnérabilité de l'enfance, et même ensuite en tant que femme, elle est toujours liée à l'économie. Et du coup, c'est toujours, tu es plus vulnérable quand tu es économiquement vulnérable. Et donc, assez, de manière presque naturelle, bah, quand j'ai voulu parler de l'enfance au Maroc, bah, il y a les classes sociales qui se sont forcément mises sur mon chemin pour mon premier roman. Ouais, effectivement. Et donc là, ce que j'entends, c'est que toi, très très tôt, par peut-être ta sensibilité artistique, tu as pris conscience qu'il y avait un truc qui était bizarre, entre Ouais, guillemets. ouais, Si on devait décrire peut-être dans nos auditeurs, donc il y a des Marocains, on les salue, mais il y a beaucoup de gens peut-être qui connaissent moins bien le Maroc, et surtout qui connaissent peut-être le Maroc des cartes postales. oui, Et il y en a, tu vois, c'est intéressant. Moi, j'ai fait Maroc une de classe Marrakech, prépa, j'ai fait, ouais, voilà, et j'ai fait des études après d'ingénieur. Il y a beaucoup de gens qui ont connu le Maroc à à travers travers, les étudiants, à travers toi, ouais. et en fait à travers une Type, certaine classe sociale. bien sûr. Donc, comment tu pourrais, toi, décrire un peu, quand on est en train de leur dire que les classes sociales sont très rigides, à quoi ça correspond exactement? Bah, ce que tu dis sur le fait d'arriver en France aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors, il faut savoir que les étudiants et étudiantes marocains, marocaines sont le premier contingent d'étudiants étrangers en France en termes de nationalité. Mhm. C'est le Maroc qui est surreprésenté. Et après, il y a, je crois, Algérie, Tunisie, il y a la Chine, etc. Mais c'est le Maroc le premier contingent. Et j'ai beaucoup d'amis à moi, parce que comme toi, je suis arrivée après le bac, j'étais au lycée français, Mhm. moi à Casablanca, toi à Marrakech. Mhm. Et après le bac, je suis arrivée en France et j'ai beaucoup d'amis à moi qui m'ont dit avoir découvert un peu le Maroc ou la réalité marocaine à travers aussi moi Mhm. et ce que je racontais et puis les étudiants en fait qui côtoyaient. Et je me suis rendu compte, moi, je sais pas si toi tu as eu ça, que quand je suis arrivée, bah, il y avait des questions qu'on me posait. Par exemple, bah tiens, tu parles bien français Mhm. alors que bah, t'as pas grandi en France. Ou bien, bon,
tu portes pas le voile, ou des trucs du genre ah, mais t'es marocaine? Ah, bah, je suis allée en Tunisie l'été dernier. Tu vois, une sorte d'ignorance et de trucs de la Maghrébie, quoi, comme Mm. si c'était trois pays qui sont. Alors que bon, moi, je suis pas jamais allée en Algérie ni en Tunisie, et puis ça n'a Mm. rien à voir, c'est des pays différents. C'est comme si, en tant que Marocain, on va dire ah, bah tiens, t'es né en France, je suis allée en Belgique l'été dernier. Mm. On nous prendrait pour un peu des gens un peu ignorants. Mm. Et tu vois, en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi quand tu arrives en France, de te dire, bah, il y a différents, même marocains ou des personnes d'origine marocaine, les étudiants qui viennent faire leurs études en France et qui sont souvent issus de classes sociales hautes, Mhm. qui ont fait soit le lycée français, soit qui... Il y en a qui sont évidemment boursiers, etc. Mais c'est la plupart du temps, c'est des gens qui viennent effectivement de lycée français ou de lycée... euh, parce qu'au Maroc, pour ceux qui connaissent pas très bien, le système public marocain est tel que malheureusement, dès qu'on a un peu d'argent, on essaye de mettre nos enfants dans un système privé parce que bah, le système public n'est pas assez bon. Et du coup, à l'inverse d'amis en France qui vivent ici, qui du coup mettent souvent les gens les enfants dans les systèmes publics. Et qu'il n'y a pas il y a pas de questions. Alors que quand tu es au Maroc, tout de suite, il y a des questions un peu étranges pour un Français de te dire est-ce que je le mets à l'école française, à l'école espagnole, à l'école belge, à l'école américaine. Et c'est une réalité au Maroc parce que bah, il n'y a pas d'éducation publique en bonne et due forme. Alors j'ai une amie qui y travaille, Ouais. à qui je fais un gros bisou et qui fait beaucoup d'efforts pour que Bah, le système public marocain et change. grâce à Ouais, elle et grâce à des ouais. personnes, parce que le Maroc est en train de changer, moi je suis Mm. très optimiste. Je pense qu'il y a une nouvelle génération et puis même les anciennes générations qui ont essayé de faire plein de choses. Donc il y a plein de choses qui bougent. Et effectivement, un gros bisou à elle. Il faut continuer. Mm. Mais voilà, la réalité est que En tout cas, nous, à nos nous à nos générations, on était au générations, lycée français et dès que les gens avaient un peu les moyens, avaient des oui, puis il parents y a qui encore avaient les accès à écoles ça. privées, voilà, donc Mm. c'est quelque chose. Mm. Et donc, quand on arrive, enfin, en France, il y a soit bah, des gens qui sont habitués aux Français d'origine marocaine, Mm. qui sont nés en France, ou souvent bah, les étudiants Mm. marocains qui viennent pour faire leurs études. Mm. Et effectivement, il y a cette histoire de classe sociale, de maîtrise du français, Mm. parce que la langue, c'est un marqueur social au Maroc. Quand on maîtrise parfaitement le français ou parfaitement l'anglais, ça veut dire quelque chose Mm. sur souvent le milieu dans lequel Mm. on grandit. Et alors, la version caricaturale de... Effectivement, nous, quand on arrive en France, on se rend compte qu'il y a plusieurs Marocains, quelque Ouais, part, en fonction des classes sociales, des histoires et tout. Et la version caricaturale de ça, c'est alors un des premiers spectacles de l'humoriste Gad Elmaleh, qui était beaucoup sur le Maroc. Donc, Gad ouais. a grandi aussi à Casa, et où il fait justement la bourgeoise marocaine, Madame Tazi, qui arrive dans une école de théâtre. Il y a un autre Marocain. Marocain avec son fils, mais qui vient pas de la même classe. Et la prof qui ne connaît rien à ça, la prof française, qui dit ah, mais vous aussi, vous êtes marocain. Et elle lui répond ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, donc en fait, ça, c'est la version caricature. Oui, Mais au fond, moi, c'est ça que j'ai constaté avec, enfin, quelque part avec beaucoup d'humilité, c'est que j'avais complètement intériorisé bien que sûr. c'était pas la même chose. Oui, Mm. exactement. Et en fait, quand on voit un peu à l'échelle, si tu veux, du monde, il y a beaucoup de pays émergents Mm. qui, au Brésil, même dans d'autres pays, Mm. où il y a ce truc de classe sociale assez forte, Mm. parce que c'est des pays qui, il y a aussi l'histoire de la colonisation, tu vois, qui ont fait que ensuite l'élite a repris, si tu veux, l'élite intellectuelle et Mm. financière a repris les rênes du pays pour en faire un pays indépendant. Et donc les classes sont très marquées, Mm. tu vois, ce qui est beaucoup moins le cas en France. Mais en même temps, en France, je pense que c'est un truc aussi qu'on ne veut pas se raconter, mais il y a Complètement. une vraie problématique de classe sociale Mm. quand on entend les médias ou même les politiques parler de problématiques d'intégration. Mm. Il y a vraiment ce truc de classe sociale qui est presque passé de mode parce que c'est presque plus du
plus un sujet sur lequel on discute aujourd'hui en France, mais je pense que c'est un vrai sujet en France. D'ailleurs, il y a des écrivains qui en parlent. Annie Ernaux, qui a gagné le Nobel il y a quelques années, a dit: «J'écris pour venger ma race». Ah ouais, c'est Et fort. c'est fort. Et elle n'a rien à voir ni avec une famille qui serait d'origine étrangère. C'est une famille dans une campagne française. Et elle dit qu'il y a un vrai sujet de classe en Alors France. justement, ça c'est un sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. On ira après vers ce qui se passe en France. Bien sûr. Je pense qu'en France c'est beaucoup plus implicite, mais moi qui ai évolué dans Moins un milieu direct. grandes écoles, etc. Ouais, Évidemment qu'il y a bien un sûr. sujet de classe sociale, de code Bien intériorisé sûr. énorme, mais Bah, c'est c'est vrai qu'on le Bourdieu, voit quoi. moins. On est moins. En tout cas, il n'y a Ouais. pas ce truc où au Maroc, effectivement, pour ceux qui connaissent pas Ouais. bien, il y a des domestiques à la maison. Ouais. Il y a des chauffeurs. Il y a c'est souvent ce qui se passe dans les pays, encore une fois, quand il y a des Français qui vont vivre ailleurs. Il y a des pays où tu as la possibilité d'avoir des gens qui t'aident beaucoup plus facilement qu'en France ou Ouais. en Europe. Donc, c'est plus marqué, en fait, Ouais. parce que tu le vois au quotidien. Et justement, donc, dans ton livre, le premier, en tout cas, la poule et son cumin, l'histoire, tu parlais des domestiques à la maison, si tu pouvais nous, Ouais, li- sans tout dévoiler pour que les bien gens sûr. le lisent, mais... Ouais, l'histoire, en fait, c'est qu'on suit deux jeunes filles, deux enfants. On les suit de leur enfance à leur 23-25 ans, avec des retours en arrière. Donc, on commence, elles ont 23-25 ans. Et c'est presque deux sœurs de cœur. Sauf que l'une fait partie de la haute bourgeoisie, même l'aristocratie marocaine. Et l'autre, c'est la fille de la femme de ménage, la fille de la Donc, elles domestique. ont grandi dans la même Elles maison. ont grandi dans la même maison, elles dormaient ensemble petites, l'une sur le lit et l'autre avec des couvertures à côté du lit. Et sur des couvertures à côté du lit, et elles se tenaient la main. Et en fait, c'était la fille de la domestique, mais quand elles étaient petites, elles ne comprenaient pas trop la différence. Alors oui, l'une dormait sur le lit, l'autre dormait sur des couvertures, mais quelque part, c'était un lit aussi, elles s'en fichaient un peu. Et elles n'allaient pas dans la même école, mais elles se retrouvaient l'après-midi, elles jouaient ensemble. Voilà, et alors la Ouais. seule différence, c'est que l'une parlait français et l'autre, alors qu'elle maîtrisait le français, ne voulait pas, elle avait presque intériorisé dès l'enfance que elle parlait forcément moins bien, ce qui était faux, mais du coup elle lui parlait, elle lui répondait en arabe. Et D'accord. les langues dans le roman sont presque des personnages, parce que tu vois, j'ai travaillé aussi sur le fait que on montrait par la langue les classes sociales. C'est un marqueur d'identité. Un marqueur d'identité. Ouais. Et Et donc là, tout à l'heure aussi, tu parlais de la vulnérabilité de l'enfance. Aussi, c'est ça qu'on voit dans cette relation. C'est que tant qu'elles sont enfants, même s'il y a en fait des vraies différences flagrantes, ça les empêche pas d'être amies, ça les empêche pas de se considérer comme égales. sœurs. Voilà, comme sœurs. C'est quand elles grandissent que les choses se compliquent. Oui, alors je pense qu'au fur et à mesure qu'elles grandissent, il y a la sourde réalité marocaine, si tu veux, qui entre elles et qui s'immiscent dans leur réalité. Et puis l'adolescence fera que déjà, c'est quoi être adolescente femme au Maroc, parce que l'enfance est très belle, mais à partir du moment où il y a le rapport au corps, le rapport au désir, quelle que soit la classe sociale, on se rend compte que la rue, c'est désagréable d'aller marcher dans la rue, tu vois. Donc, en fait, c'était aussi réfléchir à qu'est-ce que c'est de se construire en tant que femme et qu'est-ce que ça veut dire que être des femmes économiquement vulnérables ou pas dans un pays où c'est plus compliqué parce que le rapport au corps est plus compliqué en tant que femme. Et en fait, dans le roman, on voit bien que au fur et à mesure qu'elles grandissent, notamment l'adolescence, elles-mêmes se rendent compte que elles sont amies, mais elles ne peuvent plus vraiment être amies devant leurs amies respectives. Par exemple, quand Kenza, qui fait partie de la classe sociale plus haute, reçoit ses amis chez elle, et Fatiha, qui fait partie de la classe sociale plus basse, c'est elle qui apporte, je sais pas moi, le jus, les gâteaux, etc. Et que Kenza, elle est un peu honteuse quand elle voit ça, parce que c'est presque sa sœur, et du coup, elle la regarde pas. Et Fatiha, elle est énervée, en fait. Donc, quand elle ferme la porte, elle la claque. Et ses amis lui disent, mais qu'est-ce qu'elle a, ta bonne? Enfin, en fait, il fallait montrer... C'est dur, quoi. Il fallait montrer par la violence des mots aussi, parce que c'est bonne et c'est pas domestique. Et c'était pas par hasard
que j'ai utilisé ce Parce mot-là que c'est dans le ce mot que dialogue-là. les gens C'est utilisent. le mot que les gens utilisent, Mm. etc. Je me souviens, il y a une anecdote assez incroyable sur ce que tu disais, sur l'intériorisation du truc. Quand j'ai quand j'ai sorti mon premier roman, c'était il y a 3 ans maintenant, bientôt, Mhm. début mars, j'ai fait un tour du Maroc, une tournée, et je savais pas trop comment ça allait être pris au Maroc, parce qu'effectivement, je parle des classes sociales sans jugement aucun, donc aucune des classes. D'ailleurs, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est un constat. Oui, tu C'est décris une pas. réalité. Oui, puis c'est pas. Les riches sont gentils, les pauvres sont Mm. les riches sont méchants, les pauvres sont Non, tout le gentils. monde est victime. Tout le monde est victime du Et système. ouais. Et en fait, il y a plein de gens qui veulent que ça change Mm. aussi. Donc, d'abord, il y a cette histoire de classe sociale. Et puis, il y a cette histoire d'émancipation des femmes et du rapport au corps et du désir. Donc, il y a tout un truc sur un moment. L'une des filles tombe enceinte. Sauf qu'au Maroc, il y a une loi qui interdit les relations sexuelles hors mariage. Mhm. D'ailleurs, ça vient de l'époque coloniale, hein, et c'est Ah le bon? protectorat français qui l'a mis. Parfois, on pense que c'est l'islam, mais Mhm. ça a été. C'est pour pas que les Français se mélangent avec les... Non, mais Non? c'était le code napoléonien. En fait, D'accord, déjà en France, il y avait ça, mais ça d'accord, a été modernisé en France et au Maroc, on l'a gardé. d'accord, Ça ok. a peut-être ça arrangé ensuite Mhm. les autres. Mais donc, j'espère qu'il y aura cette réforme bientôt. Mais Mhm. il y a quand même l'avortement qui est encore interdit, etc. Et donc, elle tombe enceinte. Elle a un copain qui lui promet le mariage, il part Mhm. et elle tombe enceinte et il faut qu'elle avorte, elle sait pas comment faire. Donc il y a tout un truc sur le rapport au corps parce qu'il y a une réalité au Maroc assez horrible, des femmes qui meurent parce que quand elles se font avorter, bah, ça se passe mal, des Mhm. bébés dans des poubelles, c'était violent. Donc Mhm. le livre, il y a un rapport au corps aussi. Donc je Mhm. me suis dit, est-ce que ça va passer ou est-ce que je vais être censurée? Et pas du tout. Ça a été extrêmement bien reçu. Même, tu vois, les gens sont venus me dire merci d'avoir écrit là-dessus, c'est hyper important, faut qu'on arrête d'être hypocrite. Voilà. Donc, Mhm. j'ai été extrêmement étonnée en bien, tu vois. Et c'est pour ça que je suis très optimiste, moi, sur le Maroc actuel. Je trouve j'espère qu'on va continuer à aller dans la bonne direction. Et en fait, je te raconte ça parce qu'il y a un moment, j'ai fait une rencontre, c'était à Casablanca. Il y a une dame qui est venue, de la bourgeoisie de Casa. Mhm. Et qui me dit à la fin de la rencontre, elle me dit, j'ai lu votre livre, vraiment merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et là, elle me dit, par contre, c'est dégueulasse qu'il a fait le grand-père, c'est dégueulasse. Ah Et oui. en fait, il y a un moment dans le livre, Mm. je le dévoile pas parce que c'est pas, Mm. enfin c'est important, mais c'est pas grave en termes d'action. Un moment, le grand-père de donc Kenza, qui est la fille de la hôte, Mm. euh, em- euh, empêche Fatiha, l'autre, de faire des études de médecine. Mm. Et la grand-mère, qui symbolise le Maroc moderne et plus équitable, etc., lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle voulait faire médecine, elle est brillante, laisse-la faire médecine. Il lui dit, non, je l'ai inscrite en infirmerie. Parce que si Kenza veut faire médecine, elles peuvent pas faire les mêmes Mm. études. Alors que Ouais. Kenza veut pas du tout faire médecine. Ouais. Et qu'en plus, elles auraient pu. Et Enfin, elles auraient mm. pu faire médecine. Mais en fait, Ouais, c'est c'est pour montrer clair. le. Mm. Et là, donc la femme qui vient Mm. enfin après la rencontre, Mhm. elle me dit, c'est dégueulasse qu'il a fait le grand-père à Fatiha, ça se fait pas. Mhm. Elle était vraiment énervée, Mhm. quoi. Et donc je lui dis, mais madame, vous savez que c'est un roman, ça n'existe pas, elle n'existe pas, Ouais. ça n'est pas arrivé. Mhm. Et là, elle s'arrête, elle me dit, oui, mais je connais des familles où c'est arrivé. Et il ne faut Mm. plus jamais que ça arrive. Mm. Et c'est pour ça que tu vois, en C'est vrai fait, que c'est des choses. En plus, qui aurait pu, là, ce ouais. n'est plus vraiment. Je pense que ça n'arriverait plus aujourd'hui. Mais à l'époque, Mm. en plus, le roman se passe plus en 2011, les choses changent beaucoup là. Mais il y a quand même une conscience de classe aiguë Mm. qui fait que. Mais il se passe ça un peu en France, mais c'est C'est plus subtil. plus subtil, moins dit. Mm. Mais il y a quand même voilà, un entre-soi Mm. de certaines familles Mm. qui veulent pas se mélanger forcément, Mm. et puis un entre-soi qui économique ou intellectuel Mm. ou qui fait que Et puis alors justement, en parlant de cet entre-soi et de à quel point nous, enfants, alors que nos parents nous ont éduqués aussi, tu vois, en nous mettant à l'école française, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, mes parents, ils ont étudié en France, c'était ouais, des gens de pareil, gauche, très libéraux, très pareil. machin, donc voilà, tu vois bien le truc. D'un côté, ils nous ont transmis tout ça, et en même temps, il y avait cet entre-soi, mais qui était très subtil. Par exemple, une anecdote, moi, à chaque fois que des amis venaient à la maison, ma mère faisait un interrogatoire. C'est qui ton père, Ah, c'est qui ta oui, et mère, c'était subtil.
ok, Benjeloun, mais qu'est-ce qui te... L'avocat, il est de ta Bien famille, sûr. machin. Et ça faisait... Et alors, on rigolait avec mes amis parce qu'on disait, il n'y a pas que Moi ta mère aussi. qui bosse à la police secrète, il y a aussi la Ouais, mienne. ouais, Mais ouais, c'était... Et qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Et exactement. c'était d'une subtilité. Et en fait, là où je te dis qu'on a intériorisé ça, alors qu'à l'époque, on se moquait de nos parents et tout ça, c'est que, tu vois, par exemple, toi et moi, quand on s'est retrouvés et qu'on a vu qu'on avait des gens en commun, et qu'en plus, c'était même pas forcément des gens du Maroc, même Non, de c'était France, pas des gens du Maroc. je te jure que physiquement, j'ai eu une émotion de soulagement. De me Ouais. dire, ah, c'est bon, Ah, je on suis se à la connaît, maison. ouais, ouais, Tu vois, ouais, il y a un petit côté de bien home sûr, qui est hyper fort et je pense que dans tous les pays du monde, bien sûr. l'entre-soi va vachement dans l'espèce de De confort. sécurité Ouais, aussi. ouais. Mais tu sais, j'en ai parlé là il y a pas longtemps à mon grand-père qui a grandi à Fès. Alors pour ceux qui Mm. connaissent pas bien le Maroc, effectivement, pendant l'indépendance et pas que, il y a eu les gens qui venaient de Fès représenter une sorte d'élite intellectuelle Mm. qui a beaucoup œuvré sur l'indépendance du Maroc. Et puis ensuite, il y a eu les premiers chefs de gouvernement aussi qui étaient de Fès. Et donc, souvent, c'est les gens de Fès qui se retrouvent ensuite à Casa, Marrakech, Tanger. Mais pas que. Maintenant, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs. Mm. Mais En il y tout a cas, un il y a les peu... grandes Il familles y a les grandes de familles de Fès, Fès, les, de Marrakech, les Berbères, de Berbères, les Salé, grandes familles de Berbères. Et en fait, de Tanger. Enfin voilà. voilà, chaque Mais c'est vrai que ville Fès est considéré comme l'un comme des, un des berceaux ouais, un un des peu pourvoyeurs de grandes familles. voilà, parce qu'il y avait aussi l'Arabo-Andalousie qui fait que Ouais. beaucoup de familles sont ensuite arrivées à Fès. Il y a une des Mm. plus anciennes universités du monde Ouais. à Fès. Ouais. Mais il y a aussi les grandes familles effectivement berbères, des grandes familles de partout, de Mm. Tanger, de Mm. Tétouan, des Saouira. Mm. Et donc, il y a un peu ce truc. Donc, ce que me racontait mon grand-père, c'était que après l'indépendance, il y a eu un peu un truc de des familles de partout qui viennent à Casa, Rabat, qui ensuite sont allées à ou Tanger, ensuite à Marrakech, etc. Et elles allaient entre elles dans des quartiers. Mm. Et par sécurité aussi, il y avait un peu le truc de tes enfants, quand ils vont chez quelqu'un ou tu reçois quelqu'un, il y a un peu un truc de mais t'es le fils de qui quelque part pour être sûr que tes enfants sont safe. Mm. Un peu. Il y a un Mm. peu Après, c'est devenu peut-être un truc un peu de vaut mieux se marier entre nous parce qu'au moins on sait que les familles, on les connaît, donc c'est des familles qui seraient. On est safe avec eux, tu vois. Mm. Mais lui, de comment il le raconte, ça vient de là, tu vois, D'accord. ça Ok. vient de ce truc-là. Mm. Maintenant, évidemment, ensuite, ça peut créer un truc un peu on se mélange pas Mm. ou En fait, quoi. quand tu mélanges on est bien avec les gens qui nous ressemblent, qui est très général, il y a des différences économiques et sociales énormes, ça devient, on se mélange pas. Mais Bien pour le sûr. coup, je pense que c'est le cas dans énormément de pays et c'est plus ou moins subtil. Moi, je me souviens que j'étais en Tunisie pour parce que j'ai toujours eu l'image que la Tunisie était plus avancée que le Maroc sur tous ces sujets-là, Quand on a les droits de grandi, la c'était le femme et tout cas. ça, ouais. Maintenant, Mais bon, en tout cas, malheureusement. j'étais au mariage de la sœur d'une de mes amies et une très bonne famille de Tunisie et tout. Mais tu vois, par exemple, ma pote tunisienne, elle m'en parlait moins de ça. J'ai l'impression que du coup, je me Moins disais, le cas. Les Tunisiens sont plus modernes à ce niveau. Et en fait, son père avait limite fait pas une déprime parce que sa fille n'avait pas épousé quelqu'un de la De même la même. région, mais d'une très grande famille, mais d'une autre région, c'était la fin du monde. Donc, je me dis, on retrouve Mais ça. oui, mais tu vois, c'est aussi méditerranéen. Mm. En Italie, Mhm. il y a vraiment le truc des villes et Mm. des villages. Moi, j'ai des amis en Italie. Mm. Et donc, c'est assez mondial. Même, Mm. c'est pas que méditerranéen, c'est un peu un truc de on veut aller. Mais après, ça, avec la modernité, si tu veux, et puis la mondialisation et l'internationalisation, il y a un peu moins ça dans d'autres pays. Mm. Mais au Maroc, c'est encore très présent. Alors, c'est en train de changer, Mm. mais il y a ça couplé, donc il y a le côté d'où tu viens, la ville, Mm. couplé à, du coup, ça représenterait peut-être une classe sociale plus haute, plus basse. Et comme il y a une problématique quand même d'ascenseur social, Mm. et au Maroc, il y a un peu ce truc, tu vois, beaucoup plus rigide que dans d'autres pays. Mm. Après, ce qui est aussi vrai, c'est que il y a un peu un truc de la société civile qui essaye d'être solidaire les uns avec les autres. Et que parfois, là, j'ai vu ça pour mon deuxième roman qui parle en fait de l'exode rural forcé entre les campagnes et les villes à cause du Mm. manque d'eau. Et on suit un Donc, petit garçon de 10 ans. Souviens-toi des abeilles. Souviens-toi des Ouais. abeilles, un petit garçon de 10 ans avec son grand-père qui Mhm. l'enveloppe d'un grand amour. Il y a toute une intrigue. Et en fait, il y a aussi une réalité, par exemple, au Maroc, quand tu vas dans tes petits villages complètement paumés,
Et bah, parfois les gens, enfin moi je sais pas si toi tu as vécu ça, mais même mes grands-parents, il y avait ça, mais encore maintenant, heu et ben, les personnes qui sont dans un petit village perdu, s'ils voient quelqu'un qui est dans une grande ville, ils vont presque lui dire, «S'il te plaît, pour sauver mon enfant, emmène-le avec toi, Mmh. prends-le en charge. Moi, je te paye une mensualité», tu vois? Mmh. «Et pour qu'il ait un avenir». Mmh. Et donc parfois, il y avait des gens qui se retrouvaient à partir et à du coup travailler dans les maisons parce qu'ils étaient analphabètes ou bien, ils vont leur demander: «Si s'il te plaît, inscris-les à l'école». Mmh. Donc en fait, tu vois, tu as tout un système de solidarité étrange, Mmh. mais qui Oui, très parfois étrange qui arrachent des enfants à ouais, leur, qui a ragé parce que c'est c'est pas moins que le cas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à c'est mo l'époque, ça se faisait ouais, beaucoup. mais du Ouais. coup, ça crée aussi, tu vois, Mmh. le truc de il y a beaucoup de gens qui vont vivre, qui vont aller en ville, Mmh. mais qui galèrent parce qu'il y a aussi, un taux d'analphabétisme très important au Maroc, Mmh. c'est qui est en train de s'arranger, mais quand même. Mmh. Il y a un rapport aussi aux langues où quand tu vas dans le sud et que tu parles que berbère, un des 3 dialectes et puis l'amazigh, mais un des 3 dialectes d'amazigh, plus, où tu vas, c'est quelle langue va t'être utile en ville ou pas? Mmh. Donc, est-ce que tu vas pouvoir accéder à un boulot où en fait tu es obligé de soit travailler dans des restos, soit dans les maisons? Donc en fait, tu vois, tu as plein de choses, c'est très complexe, Mmh. qui font que tu as, vraiment ce truc de classe, Mmh. mais qui pour moi, vraiment peut d'abord, et avant tout s'arranger par l'éducation. Mmh. Parce que si tu donnes accès à tout le monde, à, une éducation vraiment égale, tu Mmh. vois? Où tu Oui, mais peux est-ce que l'éducation est suffisante? Et justement, ça peut peut-être nous faire une transition vers la France où, alors, c'est pas non plus parfait, mais quand même, il y a un ascenseur social à un niveau d'éducation. Et disons que le gap est beaucoup moins élevé entre les classes supérieures et les autres classes. Et pourtant, moi, ce que je constate, c'est que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus caché, mais il y a un entre-soi énorme des élites aussi en il y a un France. entre-soi énorme des élites, mais ça Mm. comme partout. Mais Mmh, donc, est-ce que l'éducation suffit? de toute façon, l'entre-soi des élites, c'est une réalité et c'est Mhm. une réalité, quel que soit le pays et à un moment ou à un autre, il y a un entre-soi, quel que soit le domaine et quel que soit le type d'élite. Mm. Maintenant, c'est beaucoup moins en termes de pourcentage aussi, marqué. Tu Ouais. vois, au Maroc, c'est quand même très marqué Mm. et on a encore une grande partie de la population qui malheureusement, n'a pas accès à l'école et du coup n'a pas accès à, ce qu'on appellerait en France la classe moyenne, Mm. qui peut aller vers la classe moyenne plus, qui en fonction, du moment, de l'économie et cetera, peut être plus ou moins. Mais au Maroc, la réalité, c'est que tu as une élite, qui est à un certain niveau de vie et tu as, une classe moyenne quasi inexistante ou Mm. un peu existante, mais pas trop et ensuite, bah, des gens qui galèrent, quoi et ce truc aussi flagrant, serait moins important s'il y avait un système où tu permettais une éducation. D'ailleurs, c'est en train de changer, hein, parce que, par exemple, là, de plus en plus, notamment avec, l'université Mohamed VI de Polytechnique, là, l'UM6P, Mhm. ou d'autres lycées d'excellence, ils sont en train de mettre en place un système de bourse, un Mhm. système, où ils sont en train d'essayer d'arranger les choses en Mm. termes même dans les régions différentes. J'étais, là, au Maroc et il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, tu vois? D'accord. Mais je pense que par rapport à la France, bien sûr qu'il y a un entre-soi, Mm. mais ça, c'est une réalité, hein, Oui. et Et justement, quand je te dis que moi, je suis allée un peu flirter avec mes ombres et me rendre compte qu'il y a des choses que j'assumais pas, mais que j'avais, à quel point est-ce enfin, je me dis, l'élite n'aura jamais intérêt, et puis tu parlais des femmes aussi, tu parlais des différentes couches de vulnérabilité, l'élite, donc l'élite n'aura jamais intérêt, entre guillemets, à ce que les choses changent et aura toujours besoin de ralentir. Moi, il y a quelqu'un qui, à l'époque, en fait, ça m'avait rendu triste. Euh, c'était un de mes petits cousins, il était très jeune au moment en 2011, quand donc c'était le printemps arabe. Le Maroc a pas eu de secousse trop importante, mais n'empêche qu'il y a eu des manifestations et auxquelles le souverain avait répondu, je pense, par un changement ouais. de constitution. Et moi, à l'époque, donc j'habitais au Maroc et on regardait les news avec un de mes cousins qui était très jeune, hein. Il était peut-être au lycée. Et je lui ai dit: «Ah mais moi je trouve ça bien, tant que ça se fait dans la paix, moi je trouve ça bien Tranquillement. que les Marocains, enfin entre guillemets «manifestent pour leurs droits». Il m'a dit: «Arrête Mounia, tu hypocrite, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Ils vont venir nous chercher dans nos villas, on a beaucoup plus à perdre dans cette affaire». Bah, Et écoute, en fait,
le pire, donc là j'ai été triste déjà qu'un jeune soit pas utopiste, mais en vrai il avait un peu raison. C'est là où je te dis que je me rends compte qu'il y a des parts de moi que j'assume pas ou que j'assumais pas en tout cas, Ouais. que finalement j'étais bien au chaud dans cette classe sociale. Bah, écoute, ça n'arrange pas ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont, enfin, qui font partie de cette élite, euh, qu'il y ait plus d'égalité. Maintenant, en même temps, je pense que moi, j'en connais aussi. Il y a des gens qui ont ce discours. Mm. Après, il y a aussi des gens qui font partie de cette élite et qui essayent de faire changer les choses vraiment. Mm. Et c'est comme, tu vois, pour l'égalité femmes-hommes. Moi, je sais, ça m'avait déprimée quand j'étais à Sciences Po. Après le bac, je suis arrivée à Sciences Po et c'était à ce moment-là. 2011, c'était au moment où j'étais encore enfin, j'étais à Sciences Po et il y avait plein de trucs étudiants, des manifs, des trucs pour essayer de faire changer les choses, etc. Et là, il y avait un mec marocain que je trouvais brillant et qui était très engagé et tout. Comme plein de mecs, enfin, c'est lui ou Mm. ça aurait pu être n'importe qui, parce qu'il y a eu plein de discours comme ça que j'ai entendus et il y avait un truc sur l'égalité femmes-hommes pour changer les droits des femmes et tout. Et un jour, tu vois, on était à Paris, on parlait de plein de trucs un peu utopistes, et puis on va boire un verre, tu vois. Et après une soirée où on a bu quelques verres, à la fin de la soirée, les crises existentielles, un peu, tu sais, les discussions un peu de fin de soirée, Mhm. bah, les langues se sont déliées et il y a eu des hommes qui sont super engagés, etc., qui disaient, non mais bon, en vrai on dit ça, mais si moi je rentre au Maroc dans 2 ans, bah moi, je serais bien content d'avoir ma petite femme qui est à la maison, qui me fait mon tagine et qui garde les enfants. Et alors que c'est des gens qui, normalement, étaient censés changer les choses. Mm. Donc, évidemment qu'on a tous une part d'ombre en nous et une part de Ouais. lumière. Et en fonction qu'on soit ou pas dans un statut privilégié, que ce soit de genre, tu vois, Mm. ou que ce soit économiquement, ou que ce soit même parfois en termes de pays, parce que par exemple là on voit en Europe toute cette un peu cette musique sur l'immigration Mm. en disant oui presque il faut construire des murs parce qu'on va être submergé par des et t'es là tu te dis mais même en tant qu'Européen tu Ouais. vois Ouais. tu te dis là, il y a de plus en plus de changement climatique qui fait qu'il y aura des immigrations, d'exode forcés, parce que les gens veulent pas quitter leur terre, Mm. quoi qu'on en dise, ils veulent rester. Et ben en fait, des gens qui vont pas être touchés dans leur pays, c'est quoi la solidarité qui va se passer au niveau mondial? Donc en fait, tu vois, ce truc de d'être à l'aise dans ses privilèges Mm. et de De vouloir vouloir se un peu mettre des protéger. œillères, Mm. c'est partout. Mais dans nous, on le vit par exemple, à l'échelle du Maroc, ce serait au niveau des classes sociales. Mais les mecs qui ont un peu tous les droits au Mm. Maroc, Mm. ça les arrange pas forcément. D'ailleurs, on entend aujourd'hui, il y a une réforme qui est en train de se passer pour plus d'égalité femmes-hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui disent non mais attends, si on donne plus de droits aux femmes, nous on Mm. va nous piquer des droits. Enfin comme si eux ils allaient en avoir moins. Mm. Donc tu vois cette musique très humaine de se Mm. dire attends moi je veux bien que ça change Jusqu'à ce que ça me jusqu'à touche. un Ouais. certain Que ça me niveau touche pas. Dès que ça va me toucher. dès que ça va me toucher je vais Mm. devenir conservatrice tu Ouais. vois. Mais alors c'est Mais il y a des gens intéressant. Mm. courageux aussi Bien tu sûr. vois. Mais je pense que ça demande, le courage demande de l'introspection et de pas se mentir à soi-même. Et souvent, Ouais. évidemment, quand on est dans une situation où on est privilégié, Mm. forcément, ça va nous gêner. Mm. À un moment, si on est honnête avec soi-même, Mm. on va se dire, maintenant on peut aussi se dire, plus d'égalité veut dire plus de stabilité, Mm. veut dire, parce que je dis souvent, moi, sur l'égalité femmes-hommes notamment, je dis une société où il y a vraiment une égalité comme ça flagrante entre l'homme et la femme, c'est une société où l'homme a une définition toxique de sa virilité, Mm. parce que l'égalité femmes-hommes, c'est aussi l'émancipation des hommes. Quand on grandit dans des pays, en France, il y en a, c'est moins le cas, mais en Espagne, en Italie, au Maroc, pour les pays que je connais bien, on dit quand même souvent, ben, un homme, ça ne pleure pas, tu Mm. vois, ou soit un homme, soit fort, ou bien il y a d'autres injonctions masculines
Par exemple, faut prendre en charge, le côté très traditionnel, faut prendre en charge financièrement la famille, les enfants, c'est pas toi qui t'en occupes. Mais moi, je connais beaucoup, beaucoup d'hommes autour de moi, de ces sociétés méditerranéennes, qui en pâtissent parce qu'ils veulent s'occuper de leurs enfants. Limite, ça les arrangerait très bien d'être papa au foyer. Ils sont hypersensibles, ils De ont envie trouver une poule avec son de cumin. trouver une poule et son cumin. Mais ce que je veux dire, c'est que Oui. tu vois, il y a un peu ce truc-là de se dire, parce qu'on serait privilégié, quel que soit le privilège, ouais, mais si ça change trop, moi je vais peut-être avoir plus à perdre qu'à gagner. Alors que quelque part, si tu vois la big picture, est-ce que s'il y a pas, moi je pense sincèrement que, pour en revenir au Maroc aux classes sociales, si on a plus d'égalité, en termes économiques, moins de disparités aussi importantes, il y aura moins de violence contenue et on va être beaucoup plus à l'aise en tant que société. Et le Maroc va aller de plus en plus loin parce que si tu t'enlèves un peu moins d'analphabétisme quand même, tu rajoutes de l'éducation, bah, il y aura toujours des gens riches et quelque part, tant mieux pour eux s'ils le font de manière bien, tu vois. On voit aux États-Unis, il y a des multimilliardaires, la Silicon Valley, etc. Mais au moins, il y aura cette possibilité de se dire, quel que soit l'enfant et quelle que soit la famille, bah, si je veux, je peux. Mais Alors que là, tu as tu les dés touches, qui sont pipés, ouais. tu Mais vois. et effectivement, tu touches un point qui est crucial. Je pense que exactement comme dans l'histoire de l'égalité homme-femme, même si les hommes, entre guillemets, sont privilégiés, en fait, ils Ils sont pas libres, subissent. ils subissent. Bah, Dans les classes sociales, c'est c'est pareil. pareil. Et je trouve qu'on le voit très bien dans ton livre, que finalement, quand on est d'une classe sociale élevée, évidemment, on a des privilèges, mais en fait, les dés sont pipés. C'est une très Bien bonne sûr. expression. Et t'es Et on prisonnier. est emprisonné. Et C'est d'ailleurs, une nous, cage dorée. Hein. tu sais que moi, ce que j'ai un jour dit, parce que donc moi, j'ai le père de mes enfants, avec qui j'ai passé 18 ans, Julien, c'est un Français. Et donc les gens me disent à chaque fois, ah, toi, t'as épousé un Marocain ou un Français? C'est la Ouais, question. la Et grande un jour, question. j'ai rigolé parce que bah, Julien, toute ma famille l'adorait et personne n'a jamais posé la question de est-ce qu'il est de grande famille ou pas. Ouais. Enfin, comme si c'était pas un sujet parce qu'il était Il étranger. était étranger. Mais Et c'est je ça. rigolais souvent en disant, oh là là, si j'avais choisi un Marocain, bah, je me serais mis la pression. Ouais, c'est En fait, clair. le pool de choix possibles, de candidats possibles, si j'avais voulu épouser un Marocain, est beaucoup plus restreint. On n'est pas libre, en fait. Quand t'es étranger. Honnêtement, même moi qui, soi-disant, suis hyper libre, hyper démocrate, avait des parents hyper libres, mes parents m'ont jamais rien imposé, je n'aurais jamais assumé, pour être hyper honnête, d'épouser quelqu'un du Maroc qui n'est pas de ma classe sociale. Parce que tu as intégré, mais moi j'en suis convaincue, c'est que tu vois, et c'est pour ça qu'il faut déconstruire en fait les choses, déjà en prendre conscience. Mm. Et ensuite les déconstruire parce que ce truc de ton petit cousin qui a dit oui, sois pas hypocrite et moi j'en ai plein des gens qui parlent comme ça, en fait quand tu pousses la conversation, et c'est vrai pour tout. C'est vrai, encore une fois, pour l'Europe qui se ferme, pour ces histoires d'immigration, de changement climatique. C'est vrai pour l'identité. Qu'est-ce que c'est? C'est le grand débat aujourd'hui en France. C'est vrai pour l'égalité femmes-hommes. Et c'est vrai pour les classes sociales au Maroc. C'est qu'en fait, quand tu octroies plus à des gens qui ont moins, tu rééquilibres, mais tu libères tout le monde. Tu vois, et je pense vraiment qu'au Maroc, et là c'est en train de changer quand même parce qu'il y a de plus en plus d'égalité aussi, enfin de plus en plus de gens qui vont vers des métiers qui leur permettent une meilleure vie économiquement, etc. Et puis il y a enfin j'espère qu'il y aura de moins en moins d'analphabétisme, il y aura de plus en plus d'éducation. La technologie fait que les jeunes incroyables, bah, ils ont accès aux langues et du coup bah, ils ont presque même plus besoin d'apprendre via l'école, ils peuvent apprendre l'anglais. Moi, j'ai été impressionnée, je suis allée dans des lycées publics au Maroc, des universités marocaines, ils parlent super bien. D'ailleurs, le français est en train de perdre vraiment beaucoup de... et ça s'explique par plein de choses, mais ils parlent super bien l'anglais. Il y en a même qui parlent le mandarin, tu vois, des trucs incroyables. Donc, moi, je te dis encore une fois, je suis très optimiste. Mais c'est génial parce que plus on aura un accès tous à ça, plus aussi on aura un accès en tant que société à une réflexion sur la morale, à une réflexion sur aussi les droits, tu vois, à une réflexion sur peut-être se dire à un moment ou à un autre, bah, c'est bien d'être à l'égalité femmes-hommes, la réflexion sur l'homosexualité, la réflexion sur les droits humains. Et tout ça, on peut le faire en tant que société aussi quand il y a une éducation aux droits. Et pour l'éducation aux droits, il faut que toute la société puisse aussi comprendre
tout ça. Moi, je te dis ça parce que ça m'avait marqué c'était en 2003, 2004 ou un peu plus tard. Bon, il y avait, je devais faire un truc, je crois que c'était au lycée, à Casa. Il y avait un petit devoir que je devais faire sur la réforme de la Moudouana. La Moudouana, pour ceux qui connaissent pas, c'est le code de la famille marocain. Et donc sur l'égalité femmes-hommes, tu vois. Et j'ai découvert à ce moment-là que le droit de divorce pour les femmes au Maroc n'a été octroyé qu'en 2003. Et j'étais hors de moi parce que, bah, venant d'une famille lettrée, biberonnée aux droits humains, effectivement, de gauche aussi, sur l'égalité, et surtout biberonnée aussi à la France, parce que quand on grandit au Maroc, mais qu'on est dans un lycée français, on connaît presque mieux la France que le Maroc. Et ça, aussi les séquelles de la colonisation, du protectorat, qui font que. Et j'étais là, genre, c'est pas possible qu'au Maroc, ce n'était qu'en 2003, mais c'est pas possible, c'est quoi ce pays, nanana. Et j'étais très énervée. Et en fait, pour le sujet de mon devoir, je devais aller questionner des femmes à la campagne. Et donc, j'ai évidemment questionné des femmes, bah, déjà du milieu dans lequel je vivais, qui étaient forcément toutes, bah, t'as raison, c'est grave, 2003, c'est super tard et tout. Et puis des villes qui étaient assez d'accord. Et dès que tu sors, en fait, beaucoup de femmes me disaient, d'abord, on parlait plus français, on parlait darija, Mhm. l'arabe marocain, et beaucoup de femmes étaient contre ce nouveau droit, en me disant, mais tu te rends compte, c'est la catastrophe pour nous, on va plus trouver de mari. Ah, c'est Et, comme ça qu'elle voyait les choses. et moi, ça m'a fait une claque, parce que je me suis dit, je vis dans ce truc de, bah, évidemment que c'est bien d'avoir plus de droits, mais je n'avais pas du tout conscience que même les femmes pouvaient elles-mêmes être contre ces nouveaux droits et qu'il y avait une éducation à faire aux droits. Et du coup, bah, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte, on n'enlève rien aux gens, on vous donne à vous. Mais je veux dire, cette prise de conscience que j'ai eue, c'est une prise de conscience que tu peux appliquer pour tous les nouveaux droits. Et c'est que pour faire société, pour qu'il y ait un vrai vivre ensemble, pour qu'il y ait de plus en plus d'égalité, de liberté pour tout le monde, il faut aussi qu'il y ait une éducation à tout ça. Ça suffit pas de donner des droits, il faut Non, éduquer. je pense qu'il Mm. faut il faut une éducation, mais ça veut aussi dire que, bah, tu sais, la pyramide des besoins, Mm. il y a aussi besoin de sécurité, et à un moment, tu as des autres besoins et besoin d'épanouissement et tout. Mais d'abord, il faut cranter que tout le monde ait la sécurité, la santé, l'accès à la santé, l'accès aux soins, l'accès à la justice, c'est encore un truc, et puis l'éducation des enfants, pour qu'ensuite on puisse faire société. Et le Maroc est dans une phase hyper intéressante pour le pays. Parce que je pense que là, en plus, il y a plein de choses avec la Coupe du Monde qui arrive. Il y a des infrastructures qui changent, il y a des investissements, il y a plein de choses qui se passent avec l'Afrique. Donc, on est dans un moment d'effervescence. Mais pour continuer à faire société et de mieux en mieux, je pense qu'il y a vraiment un truc d'y aller par le haut et que ça profiterait à tout le monde. Et c'est ça aussi que, si tu veux, l'élite marocaine doit comprendre, que tout le monde doit comprendre, c'est que on ne sera mieux ensemble que si on continue à être tous ensemble et de plus en plus haut vers le haut, tu vois. Mais c'est pas un vœu pieux, je suis pas en train d'être hypocrite ou d'être dans le cliché. Je pense que vraiment, tu vois, quand on réfléchit vraiment au truc, comme l'égalité femmes-hommes, je pense que Tout le monde a gagné, quoi. les hommes Mm. s'émancipent Mm. et sont beaucoup plus libres Mm. avec une femme qui, quelque part, elle aussi, il y a vraiment un Mais parce truc. qu'en fait, c'est d'être libre, d'être soi-même. Alors que plus il y a des codes, que ce soit, plus il y a des silos dans la société, que ce soit Bien des sûr. silos sociaux ou hommes-femmes ou économiques, plus en fait on se met la pression, on a la pression d'être exactement, d'avoir l'étiquette qu'on t'a collée. Toi, tu es de telle famille, toi, tu es une femme, toi, tu es un homme. Et Bien que, sûr. au contraire, plus les gens s'émancipent et plus on est libre, justement, comme tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, on a plein d'amis où les hommes sont très contents de passer, d'être père au foyer, etc., etc. Ce qui, à l'époque, peut-être certains auraient voulu et ne se seraient pas autorisés parce que, ah non, il faut. Exactement. Mm, Et tu vois, je pense que l'art, en tout cas mm, la fiction, elle peut beaucoup aider pour le vivre ensemble.
là, que ce soit pour le Maroc ou pour la France ou ailleurs, c'est parce que tu ne juges personne. Tu vois, dans La poule et son cumin, mon premier roman, dans Souviens-toi des abeilles, je dis pas il y a des gentils, il y a des méchants. Je dis pas il faut faire ça ou il faut faire ça. Je dis juste voilà le constat. Aujourd'hui, voilà comment c'est. Maintenant, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on ne devrait pas faire... mais il n'y a pas de bon ou de méchant. Et ce qui fait que même si c'était un truc assez casse-gueule sur les classes sociales rigides au Maroc, personne ne s'est senti agressé. Et tu vois, cette femme qui a dit il faut plus que ça arrive, ou bien en France, puisqu'il y a tout un truc dans le livre aussi sur le rapport au racisme ordinaire en France. Quand on arrive en France et qu'il y a des clichés un peu sur les Maghrébins et puis l'identité maghrébine, malheureusement en France aujourd'hui, elle est négative. Je fais souvent le parallèle avec un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Americana, que je conseille si y a des gens qui ne l'ont pas encore lu. C'est une Nigériane, Ngozi Adichie, elle s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, l'autrice. Et en fait, elle raconte que la première fois que la narratrice, mais elle-même aussi, qu'elle s'est sentie noire, c'est quand elle a posé le pied aux États-Unis, alors qu'elle a grandi au Nigeria. Sauf que l'identité noire n'était pas une question, n'avait aucun bagage historique négatif. Alors qu'aux États-Unis, évidemment, qu'il y a le rapport à l'esclavage, il y a le rapport aussi aux classes sociales, au rapport à... économiquement vulnérables. En plus, il y a les armes là. Enfin, il y a tout un truc sur l'identité noire qui n'est pas neutre. Et aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec l'identité arabe, l'identité maghrébine, l'identité musulmane. Tout ça, en plus, c'est des fourre-tout qui ne veulent rien dire. Mais il faut prendre le temps de comprendre. Et nous, quand on a grandi, par exemple, au Maroc, dans des lycées français où on connaît par cœur la France, le français, etc., et qu'on arrive, et quelque part, on fait l'expérience par le regard de l'autre, de cette identité nouvelle qui est empreinte de plein de choses en France, mais qui ne nous concerne pas parce qu'on n'a pas grandi dedans, on comprend assez vite qu'il y a un truc nouveau, cette identité nouvelle qu'on porte, tu vois. Et alors, moi, je vais te dire, j'ai aussi pris conscience quand je suis allée introspecter mes ombres que ma croyance, en tout cas, on va dire que je sortais de la cuisse de Jupiter marocaine, me protégeait de ne jamais me sentir inférieure ou de ne pas sentir de racisme. Le racisme, il est là, mais on le voit ou on le voit pas. Et on choisit, je pense, quelque part. Enfin, en tout cas, moi, j'ai choisi des amis et tout. Voilà, on choisit de pas le subir forcément. En tout cas, c'est pas vrai. Des fois, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, moi, je me suis protégée. Je me suis mis des œillères. Et c'est vraiment. Enfin, je reviens à la truc de Gad Elmaleh. C'est pas la même chose. Je pense que quelque part. Je me disais ça et je me sentais moins concernée. Enfin, c'est hyper bizarre parce que du coup, limite, ça me rend limite un peu raciste envers mon peuple. Enfin, c'est un peu choquant de dire ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, le truc, c'est que tu ne le vis pas au quotidien et tu quelque part, protèges. Par mon éducation, j'ai tellement intégré les codes même de l'élite française que je me sens, tu me mets dans un entre-soi de très bonne famille française, je suis comme un poisson dans l'eau. Mais c'est clair. Parce que finalement, les élites de tous les pays s'entendent très bien. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi une histoire de classe sociale en France. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que ça montre aussi, c'est que effectivement, c'est une histoire de code. C'est Bourdieu qui disait ça et c'est très vrai. Et c'est aussi... Qu'est-ce qu'on a intériorisé ou pas? Mais même si tu veux, je vais aller plus loin. Toi, tu l'as intériorisé et tu le vis, et moi aussi, de tous les jours. Mais même parfois, moi, il y a des gens qui me disent « Ah bon, t'es marocaine ?» Moi, j'ai mon prénom qui est très marocain, mais j'ai pas... Enfin, il y a plein de Marocains avec des visages différents, etc. Donc, parfois, moi, on me prend pour une méditerranéenne. On ne sait pas forcément que je viens du Maroc. Et j'ai parfois des phrases absurdes qui montrent ce que tu dis, qui disent « Ah, mais on ne dirait pas ». Ou bien « Toi, c'est pas pareil ». Oui, toi, c'est pas pareil. Mais le « toi, c'est pas pareil », quand tu réfléchis, c'est horrible. C'est hyper raciste. Mais absolument, que c'est le plus raciste possible. Quoi. Mais du coup, évidemment que dans le quotidien,
on va pas... Et d'ailleurs, n'en déplaise à Zemmour et n'en déplaise à d'autres qui arrêtent pas de dire qu'il y a un problème de vivre ensemble en France, c'est pas vrai. La majorité silencieuse, la majorité des gens vivent très bien et vivent très bien. Il y a un vivre ensemble très beau. Maintenant, évidemment qu'il y a des problématiques et puis il y a des extrémismes comme partout, mais c'est les extrémismes le problème. Mais en vrai, il y a un vivre ensemble et on le vit très bien, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi des contre-récits positifs à montrer. Et j'en parlais à une amie juste pendant le déjeuner, là, tout à l'heure. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui, parce que on est presque englués dans des récits de peur, qui sont en train par des podcasts, par des romans, par des films, par des stand-up, etc., montrer qu'il y a des contre-récits positifs. Tu sais, c'est comme l'histoire du média positif. On voit les news, c'est que des Moi, trucs négatifs. j'écoute plus les Voilà, news. on n'écoute plus. Il y a plein de gens qui sont un peu comme toi, parce que c'est hyper anxiogène. Mais en fait, tu as tous ces trucs de médias positifs où tu vois qu'en fait, il y a aussi des belles choses qui arrivent dans la vie. Et c'est aussi qu'est-ce qu'on regarde, tu vois, qu'est-ce qu'on met en avant. Donc, il y a du positif. Et moi, j'en suis convaincue. Et en même temps, effectivement, le racisme comme partout, hein, le Maroc aussi est une société très raciste, on oublie de le dire, mais il y a un vrai problème aussi de racisme et donc c'est aussi une éducation à une société plurielle, en fait, et c'est ce qui se passe en France, c'est que, oui, quand tu viens d'une élite d'un pays, c'est ce qu'on appelle aussi l'élite mondialisée. C'est qu'on se retrouve dans les grandes écoles, dans les trucs. Après, tu te retrouves dans les mêmes boîtes, les mêmes trucs. Donc, tu as les mêmes codes. Et ça, c'est pareil partout. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir dans les romans, dans le cinéma aussi, des gens qui vont dire j'écris pour venger ma race. Et dans la même veine qu'Annie Ernaux qui montre une France d'un certain moment, il y a des gens aujourd'hui, je crois que Nicolas Mathieu, qui est prix Goncourt, qui se déclare fils spirituel d'Annie Ernaux, mais comme plein de gens, tu vois, j'ai une amie que j'aime beaucoup qui s'appelle Geoffrine Donadieu, qui a eu le prix de Flore il y a quelques années, qui je sais adore Annie Ernaux, et on parle beaucoup de ça, c'est qu'il y a un vrai sujet en France aussi entre les campagnes et les villes, la province et Paris, il y a le centre du pouvoir et puis il y a la périphérie, tu vois. Et ça, c'est partout. Et alors, amène à ça la complexité qu'il y a eu, parce que la France a fait appel à ses anciennes colonies pour reconstruire. Mais du coup, ils ont fait appel à qui? Tu vois, quand tu vois, moi j'ai assez fait des recherches là-dessus pour mon premier et même le deuxième roman, c'est que quand tu vois, quand la France a voulu reconstruire, reconstruire un peu le pays après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont allés chercher dans les campagnes et les montagnes marocaines, algériennes, tunisiennes, en Afrique subsaharienne aussi, des gens pour reconstruire dans les usines, les trucs. C'est des analphabètes. C'est des personnes qui parlaient pas forcément français. Donc, et puis qui ensuite sont restés parce que c'est normal et donc c'est aussi Oui, le gap, il a été... ouais, ils sont pas allés, enfin tu vois, donc il y a vraiment, C'est pas comme s'il y avait eu un système d'abord non d'école, d'alphabétisation, ouais, etc. puis avant de... non, et puis après oui, il y a eu les enfants qui ensuite ont fait l'école de la République et sont français, tu vois, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment une complexité, c'est intéressant. Et là aujourd'hui, on est un peu, si tu veux, dans l'époque où prendre le temps comme ici, tu vois, de discuter, de prendre une heure, et c'est génial. Et il faudrait qu'il y en ait de plus. Et c'est pour ça que ton podcast, vraiment, c'est génial. Et moi, je suis ravie qu'on fasse ça ensemble. Et j'ai écouté pas mal de tes autres podcasts qui sont super. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps de cette complexité-là. Et comme tu dis, de se déconstruire intérieurement, intimement, et de se dire, ok, c'est quoi parce qu'on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière, et c'est pour ça que c'est génial, et que moi, les gens qui aiment écrire comme moi, c'est génial pour les romans, parce que en fait, il n'y a pas les gentils et les méchants, jamais, en fait. L'humain, moi, je voulais c'est te que remercier du parce gris. que ton livre, La poule et son cumin, m'a aidé dans ce travail de prise de conscience et parce que tu as mis des mots, en fait, c'est ça qui est magnifique avec vos autres auteurs et autrices, c'est que vous mettez des mots sur des choses qu'on ressent, et sur le moment, c'est désagréable et on le lit. Ouais. En fait, nous, on ressent des choses et on ne sait pas quoi faire de l'émotion, et là, on le lit et c'est écrit, on dit ah mais c'est ça, c'est pour ça que je me sens comme ça. Enfin, bien sûr. J'ai vraiment. Je suis vraiment très très touchée. Merci de me dire ça. J'en suis ravie. Mais parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Les classes sociales,
tu vois, encore une fois, c'est des constats. Et ensuite, bah, j'en connais évidemment plein des gens qui ont fait des grandes écoles et qui, du coup, font tout pour bah, aider aussi la société civile. C'est, c'est, ça permet aussi une évolution. Et il faut qu'on soit de plus en plus à vouloir. Pour moi, c'est le chemin de la conscience, en vrai. C'est le chemin de Et la tout le monde en a conscience. besoin. Et tout le monde Mm. en a besoin. Et effectivement, il n'y a pas ce truc de... En fait, je déteste les étiquettes, tu vois. Mm. Quelle que soit l'étiquette, que ce soit l'étiquette de l'étranger, Mm. parce qu'il est étranger, du coup, il est trop différent de moi. L'étiquette de la religion, de la culture, de la communauté, dire vous, vous êtes comme ça parce que vous faites partie de telle communauté ou telle. On est déjà dans finalement une séparation avec l'autre, tu vois. Et quand on lit un roman ou qu'on regarde un film, on se rend compte que même si on est de religions différentes, de communautés différentes, d'époques différentes, de sexes différents, on a tous la même joie, la même peur, la même envie d'amour ou d'amitié, les mêmes émotions. Et du coup, je dis souvent, moi, si vous comprenez pas une communauté, lisez un roman sur cette communauté. Et vous verrez que vous ne pourrez plus dire, il est trop différent de moi, c'est une altérité fermée, tu vois. Tu vas mettre sur cette communauté-là un visage, des yeux, un regard, une émotion, et du coup, tu vas te rendre compte qu'en fait, on est pareil. Bien sûr. Et c'est pour ça que ce soit pour les classes sociales, que ce soit pour l'égalité femmes-hommes, que ce soit pour l'étranger, tu Mm. vois, cette peur de l'étranger qu'il y Mhm. a, que ce soit pour toutes ces questions-là, même les questions-là qui traversent la société sur le côté, les genres, les sexes. En fait, allez lire Mm. l'expérience humaine de ces personnes que vous avez l'impression de ne pas comprendre, Mm. tu vois, et vous serez... Enfin, quelque part, tu vas les comprendre. Ouais. Parce que tu vas vivre leur vie le temps de 200 pages, Mm. tu vois. Et c'est en ça que Et c'est c'est vrai que le important. roman et la fiction permettent de faire ça, entre guillemets, sans trop se mouiller. Oui, parce que c'est Ouais. un espace neutre, Oui. donc Ouais. personne ne se sent jugé, parce que Ouais. c'est C'est aussi... des personnages de fiction, donc je me sens Ouais, pas on est ni dans... bourreau ni victime, quoi. Oui, et puis on est dans une société Mm. aujourd'hui tellement clivante Mm. que c'est noir ou blanc, tu Ouais. vois. Il faut choisir ton camp. Mm. C'est homme ou femme, noir Mm. ou blanc, Mm. truc ou truc. Et en fait, c'est jamais ça la réalité. La réalité, c'est toujours gris, tu vois. Et donc, tu ne peux pas. Et pour rentrer dans la complexité, bah, quoi de mieux qu'un roman, si tu veux, ou un film. Mais souvent, les romans, parce que c'est l'émotion encore plus que le film, pour avoir 300 pages où c'est que du gris, tu vois. Et c'est parce que, bah, à un moment, il y a un moment, je sais pas, un personnage est très généreux et en même temps, il a une phase un peu noire où il est jaloux de quelque chose. Et on est tous comme ça, tu vois. On n'est jamais juste parfait ou juste méchant. Ça n'existe pas. Mm. Et puis après, c'est l'enfance, ces traumatismes qui font que. Donc, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est pour ça que réfléchir que en termes de classe sociale, de bah il y en a qui veulent pas que ça bouge, il y en a qui veulent que ça bouge, c'est bête. Mm. C'est aussi bête que de dire les hommes ils sont contre l'égalité femmes-hommes et les femmes, c'est pas vrai. Il y a des femmes qui ont intégré un conservatisme et qui du coup vont être beaucoup plus fermées que des hommes beaucoup plus. Donc c'est pour ça que c'est impossible de réfléchir en termes de blanc ou noir ou toi contre moi, tu vois. Mm. Et c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que moi, on m'a demandé, oui, mais pourquoi t'as pas... Est-ce que tu voulais pas faire un essai Est-ce que là, par exemple, tu vois, le deuxième roman, c'est sur l'exode rural, les campagnes versus les villes, et puis un rapport à la nature. J'aurais dit, bah, il y a plein de documentaires faits, d'essais, de trucs chiffrés, mais tout ça, ça parle à la tête. C'est très rationnel et c'est nécessaire. Tu vois, c'est très important d'avoir des rapports qui montrent de manière chiffrée c'est quoi le truc pour essayer de changer les choses de manière très, si tu veux, actionnable, rationnelle. Mais en fait, pour changer de l'intérieur intimement, c'est la fiction. Mm. Parce que on n'est plus sur on parle plus à la tête, on parle au cœur. Et on n'est plus sur la raison, on est sur l'intime. Et tout ça, c'est comme tu dis, des prises de conscience qui parfois se font. On a l'impression que d'un coup, il y a une prise de conscience, mais en fait, c'est parce que pendant plusieurs mois, plusieurs années, on s'est abreuvé de plein de choses, de récits, de trucs qui font que après, d'un coup, on se dit, ah ben voilà, j'ai pris conscience de ça. Mais en fait, tu as vraiment tout un travail qui a été fait
Et moi, par exemple, tu vois, j'ai jamais aussi bien compris l'esclavage aux États-Unis qu'en lisant un roman sur l'esclavage qui s'appelle Beloved de Toni Morrison, On mettra toutes ces références. bien sûr, où tu suis une femme enceinte Mm. pendant quand il y avait encore l'esclavage aux États-Unis, et elle est enceinte d'une fille, et elle se dit qu'il vaut mieux qu'elle tue sa fille plutôt qu'elle vive sa vie d'esclave. Et c'est là où tu te dis, bien sûr, j'ai lu plein de trucs sur l'esclavage. Tu vois, on a vu plein de chiffres, on sait que c'est pas bien. Mais quand tu le vis à travers quelqu'un, dans un roman ou dans un film, là, tu te dis, ah ouais, waouh. C'est chaud. Et là, c'est intime. Et donc, c'est pas rationnel, mais c'est beaucoup plus fort. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'on a tous besoin, quelque part, d'aller faire notre examen de conscience ou notre introspection. Et que un moyen de le faire, c'est de rentrer dans l'intime par le roman, par la fiction. C'est un excellent moyen, justement, de parler au cœur et pas que à la tête, même si les rapports et tout sont importants. Et limite, moi, ce que j'ajouterais, là, je remets ma casquette de coach, je me dis, mais si les auditeurs ou moi ou toi, si on va lire des romans, justement, là tu donnes un exemple, tiens, si je veux comprendre l'esclavage aux États-Unis, je vais aller lire le livre de Toni Morrison. Et une fois qu'on a lu, je pense que ça pourrait être hyper intéressant de se poser avec une feuille et un stylo et de se dire, tiens, quels sont moi les codes implicites que mes parents m'ont transmis sans jamais me le dire. Et typiquement, là, de tout ce dont on est en train d'aborder depuis tout à l'heure, jamais nos parents nous ont dit explicitement, tu sais quoi, ça se passe comme ça, et toi, t'es là, et les autres, ils sont là. Jamais, au contraire, ils nous ont dit même le contraire. Ouais, bien sûr. Mais, et posez-vous et dites-vous, tiens, implicitement, quels sont tous les codes qu'on m'a transmis. Exactement. Et je pense que faire les deux ensemble, ça peut être magique. Que les parents ont transmis et que la société aussi. Par exemple, tu vois, pour en revenir à la France et au Maroc, moi, dès le titre de mon premier roman, c'est une expression que marocaine. Elle n'est pas du tout dans le monde arabe, c'est que marocain. Et il y a plein de Français qui n'ont rien à voir avec le Maroc qui m'ont dit... bah merci parce que j'ai découvert des choses sur le Maroc que je ne connaissais pas et ça m'a fait réfléchir sur des choses que j'avais en tête qui étaient clichés peut-être, mais maintenant je comprends mieux. Tu vois, tout le truc sur, à un moment je dis sur les femmes arabes, les femmes musulmanes, ça veut rien dire. Une femme arabe, une femme musulmane, une femme méditerranéenne, une femme française, une femme juive, une femme chrétienne. Il y a chacune de nous a ses déconstructions, ses reconstructions, et il y a une femme, des femmes, chacune vit comme elle, sa vie en fait, son expérience de femme, comme son expérience d'homme, et donc moi ça me fatigue parfois quand j'entends la femme arabe, la femme, je sais pas moi, la femme américaine. Il n'y a pas la femme, tu vois, il y a des femmes, des expériences de vie. Et donc c'est intéressant quand tu lis un roman sur un truc que tu connais pas. Ensuite, ou un texte ou ce que tu veux, un film où tu te dis, bah tiens, c'est quoi qu'est-ce que ça vient bousculer chez moi, tu vois, sur ce que je pensais de tel... Parce qu'on a tous des clichés, tu vois. Moi, j'ai jamais aussi mieux compris les castes en Inde que quand j'ai lu un roman qui s'appelle Le Dieu des petits riens de Arundhati Roy. C'est magnifique. On vit une histoire d'amour justement impossible entre une femme d'une caste très haute et quelqu'un d'une caste très basse, même si les castes officiellement n'existent plus, mais en fait elles existent. Et j'avais plein de clichés parce que j'étais allée en Inde 4 jours, tu vois, ou 5 jours. Et moi j'aime bien, c'est un truc que je vous conseille si vous avez envie, c'est tu lis un livre ou tu regardes un film quand tu vas en voyage dans un pays que tu connais pas. En plus d'un guide de voyage, tu lis un livre ou tu regardes un film sur le pays parce que tu as accès à l'intime. Ça, c'est Balzac qui disait les romans, c'est les histoires privées des nations. Mais c'est vrai, l'art, c'est ça en fait. C'est que tu lèves le voile sur l'intimité à laquelle tu n'as pas accès quand tu es touriste. Et les guides de voyage ne te donnent pas accès à ça, évidemment, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis posée après ce roman. J'ai vu l'Inde, j'ai vu les trucs touristiques, si tu veux, quand tu fais ça 4-5 jours. Et après, je suis partie, j'ai lu le roman, et évidemment que j'avais des clichés, parce qu'on a tous des clichés les uns sur les autres, les communautés, les trucs. Et là, je me suis dit, mais tiens, c'était quoi les trucs? Et qu'est-ce que ça m'a fait changer? Et j'ai changé aussi parce que j'ai eu presque un rapport intime à l'Inde actuelle grâce à ce livre. Et c'est magnifique ce que tu nous partages. Là, j'aime déjà lire, mais là, tu as allumé un truc en moi, c'est envie de dévorer des romans.
Bah, écoute, vraiment, moi, je Et trouve que ça apporte. La littérature, elle doit pas jouer de rôle, mais elle peut jouer un rôle. Et en fait, je crois que c'est un vrai. Il y a un vrai rôle sur le vivre ensemble. Tu mm, vois, sur le truc de se dire, bah, on est en plus dans une société où malheureusement, avec tout ce qui se passe géopolitiquement et tout, c'est assez facile de tomber sur de plus en plus des identités rigides. Et comme si, pour se protéger, il fallait se sentir faire partie d'un côté ou d'un autre. mm, Et en fait, la littérature, elle te montre à quel point les identités, déjà, elles sont fabriquées, mm, et puis elles sont pas rigides, et on est tous pareils, tu vois. mm. Et ça fait cliché de dire ça, Non, mais, mais mais faut c'est s'en vrai, et on rappeler. l'oublie, Mm, mm. tu vois, parce C'est pour que, ça que j'ai appelé mon podcast et ma boîte 108 milliards, bah pour oui, dire aux gens à j'adore. quel point on est tous pareils depuis toujours. Ben oui, et ça on Ouais. l'oublie, tu Mm, vois. On l'oublie et c'est assez facile, justement par les œillères, de se dire, mais attends, moi tant qu'on m'embête pas, qu'on me laisse vivre mm, tranquille, avec... Et c'est normal, tu mm, vois, de se dire, je veux sécuriser ma famille, mes enfants, mes mm, parents, les gens que j'aime, et sorti de là, quelque part, presque ça m'intéresse plus, tu mm. vois. Mais il faut faire super attention, parce que cette protection-là, on ne peut l'avoir que si... bah, les gens autour de nous vivent aussi bien parce que on Et puis dit cette protection, elle devient notre prison. Et c'est ça qui est aussi exactement. Et à quand on faire dit, attention. tu vois, Ou ceux elle devient qui... la prison de nos enfants. Ou... Peut-être que nous, ça nous convenait, Ouais, mais qu'est-ce qu'on... oui, Si quelque part on élève nos enfants dans un un petit cadre, microcosme ah aussi. bah oui, mais si ça leur convient pas, si eux, ils auraient Bah, voulu alors ça, c'est si ça être... leur convient pas, mais ouais, si en plus de ça, le cadre ne tient plus. Tu ouais, vois, et parce que que ça ce truc de explose. dire, que ce soit Mm, en France, au Maroc ou ailleurs, tu vois, les gens qui, par exemple, vont pas voter parce qu'ils disent ça sert à rien de mm, façon truc. Ok, mais en fait, si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi. exactement. Tu vois? Ouais. Donc, Mm, ok, mais en fait, va, vote mm. et montre, même si t'es pas d'accord, mais juste, en fait, si tout le monde se dit non, mais de toute façon, ça sert à rien, et qu'ensuite on se retrouve avec quelqu'un de catastrophique à la tête du pouvoir, bah, quelque On part, le l'aura pas pouvoir va volé. s'occuper de nous. Oui, on Non, mais l'aura c'est pas même pas, volé. on n'aura Mm, pas volé, c'est qu'on se dit, mm. cette idée de se dire on est safe dans Ouais. notre petit coin, c'est pas vrai. Mm. Parce que si demain, il y a un problème au niveau d'une société, le petit coin, il Il est vite. n'existe plus. Mm, Donc c'est pour ça que c'est hyper dangereux, mm. tu vois, et que c'est du coup De pas se très remettre en question et de de pas se pas. remettre en Mm, question et aussi ne pas se mettre à la place de l'autre ouais. et de Et pas le se rendre. roman le permet, la Le roman fiction, le l'intime permet. le permet quoi. Je pense que c'est le plus court chemin pour aller vers l'autre, le roman. Et agréable en plus parce que Ah ça nous bah demande. oui, on passe un bon moment Ouais. normalement. Alors justement, peut-être pour finir cet épisode, tu as déjà cité des livres qui t'avaient vraiment marqué justement dans cette quête de se mettre à la place des autres. Si on, peut-être, c'est quoi ton livre, ton roman préféré? C'est super dur de T'as répondre le droit de à dire ça. mon top 3 Moi, si tu veux. j'en ai plein. Comme je te dis, j'adore. Enfin, j'adore voyager et voyager par les romans parce que ce qui est génial quand tu lis un livre, même quand tu regardes un film, quand tu lis un livre, je trouve qu'il y a une expérience de l'immersion encore plus forte. C'est que tu peux, à leur côté, à Paris ou à Casa ou ce que tu veux, aller au Japon. Avec un bilan carbone zéro en 2 secondes en C'est ouvrant un livre. écologique de lire. Ouais, c'est ça, c'est que tu peux découvrir la culture japonaise, la culture Mm, péruvienne, la culture ce que tu veux. Donc, mm, moi, j'adore. Il y a un auteur que j'adore qui est Mario Vargas Llosa, qui est prix Nobel de littérature, qui est péruvien, qui a écrit sur enfin, qui a écrit sur le Pérou, mais qui a écrit sur beaucoup d'autres pays, notamment en Amérique latine. Après, s'il y a mon top 3, c'est super dur. Maintenant, j'ai des romans et des auteurs que j'adore. J'aime beaucoup Marguerite Duras, qui d'ailleurs dit écrire, c'est hurler sans bruit. Et c'est c'est très vrai, beau, c'est c'est très très beau, beau. mais c'est parce que tu vois, quand on parlait d'injustice ou de choses qui... Moi, je sais que je puise mon envie d'écrire dans les injustices, tu Mm, vois. Il y a un truc qui me choque, c'est ma façon de digérer le monde, si tu mm. veux. Il y a un truc qui me choque, un truc que je trouve bizarre et tout. Bah, ça me travaille et du coup, j'ai envie d'en faire une histoire parce que j'ai le temps, sur 200-300 pages, d'aller peut-être créer un personnage qui est très loin de moi. Et Mm, du coup, que je vais beaucoup plus comprendre en le creusant, tu vois, ou des parts d'ombre de moi ou des parts bien de moi mm, que je vais mettre et je peux les creuser et le rapport à l'enfance, la transmission. Moi, mes grands-parents, c'était très important pour moi, donc j'aime bien, tu mm. vois, remettre. Je me rendais même pas compte, mais il y a des grands-parents dans les histoires, donc c'est C'est vrai que, en tout cas, intéressant. dans les 2 livres que j'ai lus, il y a Dans des les 2 livres, grands-parents. là, il y a Ouais, encore, en plus, là, dans le troisième, je suis en train de réfléchir dessus. Donc, ouais.
donc tu vois, après on écrit aussi, je dis souvent, on écrit avec ses obsessions. Il y a des choses qui nous importent, du coup on écrit dessus. Heureusement j'en ai plein, donc j'espère que j'aurai plein de livres enfin que je vous raconterai, j'écrirai. On a hâte d'avoir les prochains. Ouais, les livres que j'aime bien, moi j'aime beaucoup du coup Marguerite Duras. Il y a des livres un petit livre d'elle qui est très beau, qui s'appelle Moderato Cantabile, où il y a une grande tendresse et en même temps un côté complètement inattendu. Il y a quand elle attendait son mari qui était résistant, qui a été à un moment déporté, elle a écrit sur l'attente de l'être aimé, où on ne sait pas si il est encore vivant ou pas. Ça s'appelle La douleur, c'est très beau. Il y a un livre de Camus que j'adore qui s'appelle Noces. C'est des petites nouvelles où il se passe pas grand-chose. Il raconte juste le soleil méditerranéen et la plage, le rapport au corps. C'est très sensoriel, si tu veux. Moi, ça me rappelle mon enfance, mon adolescence au Maroc. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime beaucoup un écrivain japonais qui s'appelle Kenzaburo Oe, qui a écrit des livres assez géniaux. Je pourrais vous en citer Voilà, plein. déjà, on a notre reading list pour Oui, après, les l'année écrivains 2025. marocains sont géniaux. Hein. Ouais. Moi, j'adore Tahar Ben Jelloun. Mhm. Notamment, là, il y a un recueil de ses, je pense que c'est son recueil de poèmes le plus actuel qui s'appelle Douleur et lumière du monde, qui est merveilleux. Il y a Driss Schreibi. Et il y a tout un truc avec les écrivains marocains aujourd'hui. Beaucoup d'écrivains de la nouvelle génération sont des femmes. Et Ouais. ça veut dire quelque chose sur le pays. Oui, Je c'est-à-dire que pense ça que bouge. toute la génération, la nouvelle génération, c'est des femmes. Bah, j'espère que j'en Euh, recevrai encore d'autres et ben à écoute, mon micro. il y en a plein de Ouais. géniales. Moi, j'adore lire les Bon, la contemporaines. plus connue, c'est Leila Il Slimani. y a Leila Slimani, Ouais. mais il y en a plein. Et vraiment, Ouais. je vous les conseille. C'est assez beau, tu vois, de se dire que on a aussi, parce que ça veut aussi dire que nos parents, nos grands-parents ont œuvré aussi pour que nous, on se sente complètement libre. On se pose même pas la question de se dire est-ce qu'on peut prendre la plume, Oui, tu c'est vois. vrai. Et la réalité aussi, c'est qu'on est dans une société où aujourd'hui, on met aussi un peu plus en avant les femmes. Parce que avant, ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas de femmes qui écrivaient, mais ça voulait aussi dire qu'elles étaient invisibilisées par rapport aux hommes peut-être. Et que maintenant, elles sont de plus en plus visibles et on leur donne de plus en plus de place médiatiquement. Bah, tu vois, le fait que moi je sois là aujourd'hui, peut-être qu'à 50 ans, ça aurait été un homme. Je sais Je pas, sais tu vois. pas si j'aurais eu un podcast il y a 50 Voilà. ans. Ouais. Mais ce que je veux, Non, mais c'est peut-être sûr. pas un podcast, Ouais. mais tu vois, à la radio. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi ça. Moi, par exemple, j'essaye de conscientiser aussi d'aller vers des livres écrits par des femmes. Ouais. Pas que, mais hommes et femmes. Parce qu'il y a des biais aussi. Je sais pas si tu as entendu parler de cette étude où je crois que c'était à Harvard, où ils avaient fait un truc où, je sais pas quelle université, mais dans mes souvenirs, c'était ça, où les profs, sur les biais inconscients, on essayait de voir les profs à la fin, quand ils donnaient la parole aux étudiants, et ben on s'est rendu compte que ce soit des hommes ou des femmes, 80% des fois, ils donnaient la parole à des hommes. Et en fait, il fallait mettre quelqu'un derrière pour un coup donner la parole à une femme, un coup donner la parole à des hommes. Ouais. Et tu Donc vois, on a tous des biais comme ça, et ce que tu dis, c'est même dans nos choix de lecture, de et films, par exemple moi dans mes choix d'invités, etc. Comment est-ce que je peux conscientiser mes biais? Ouais, parce que parfois c'est pas conscient, tu Bah, vois. Et en plus, c'est même jamais en conscient. littérature, Prenez des coachs. en littérature, on a été biberonné aussi Ouais. par les grands écrivains. Ouais. Souvent, c'était des hommes Ouais. dans nos lectures, tu vois, Ouais. au lycée, à l'université. Ouais. Et ben en fait, moi j'ai conscientisé ça aussi, parce que je me suis rendu compte que c'était un biais que j'avais. Et d'ailleurs, c'était marrant, parce qu'au tout début, j'écrivais toujours où mes personnages étaient des hommes. Ah, et donc tu as dû retravailler ce J'ai qui pas venait forcément naturellement. retravaillé, j'ai conscientisé, par Ouais. exemple. En fait, c'est ça, c'est que conscientiser, Ça veut pas dire ça fait déjà, comme tu dis, le constat neutre, sans forcément et après, juger. et choisir vraiment. Par Mm. exemple, le premier roman, c'était des femmes. Mais le deuxième roman, j'ai choisi de faire des hommes. de faire un trio masculin, mais parce qu'il y avait le rapport à la mer et la terre qui était symboliquement féminine, si tu veux, avec cette symbolique nourricière. Mais c'était exprès. Mais tant que du coup j'ai conscientisé le fait de me dire ok, vas-y, le sexe de mes personnages n'est pas neutre, je vais pas que vers
ça, tu Ouais, vois. tu vas vers les choses qui sont pas. Enfin Ouais. voilà, en tout cas, comme tu dis, tu conscientises et après, ça fait. Après, il paraît qu'en tant que Ouais. romancier, parfois, tu vois, moi, au début, tu Mm. vas aller vers l'autre sexe Ouais. parce que c'est une façon de te cacher, Ah, c'est tu intéressant. vois. Hyper Donc, tu vas intéressant. aller vers, en tant que femme, tu vas aller vers, parce que c'est une façon aussi de, le rapport au corps, le rapport au Ouais. désir, et puis plus tu grandis, tu vois, et Et plus plus tu laisses tu te ça. libères Ouais. aussi, tu vois, Et tu vas vers toi. et tu vas vers toi, Ouais. ouais. J'ai été vraiment ravie de te recevoir, Zineb. Moi aussi, vraiment, merci On beaucoup. pourrait encore parler comme ça pendant des Pendant heures, des mais heures. on va pas infliger ça à nos auditeurs. Exactement. Bon, à Merci bientôt. à toi.